Bonjour, me revoilà pour une nouvelle vidéo sur le jeûne intermittent. Aujourd'hui, je vais répondre à la question suivante, qu'est-ce qui rompt le jeûne? En période de jeûne, la faim nous donne souvent envie de craquer pour un petit encas ou une boisson chaude. Est-ce qu'un tout petit craquage rompt le jeûne? C'est une question à laquelle je me propose de vous apporter des réponses claires, grâce à une compréhension scientifique des processus de jeûne. Petite définition du jeûne. Alain Goldhammer, fondateur d'un centre de santé spécialisé dans le jeûne hydrique, nous rappelle la définition de jeûne. Absence complète de toute substance à l'exception de l'eau, dans un environnement donné. Ce qui veut dire chez l'humain, pendant une certaine période, on ne consomme aucun nutriment ou calories, uniquement de l'eau. Je ne crois qu'il n'est presque plus la peine de présenter le concept du jeûne intermittent que vous avez pu découvrir dans ma vidéo complète sur le sujet, ainsi que dans plusieurs de mes articles. Mais comme j'ai dit presque, je vous la fais quand même en 20 mots. Il s'agit d'alterner des périodes de jeûne avec des périodes où il est possible de consommer sa nourriture normalement. Manger, jeûner, que se passe-t-il à l'intérieur? Il y a 3 grandes étapes métaboliques entre le moment où l'on mange et celui où on entre en phase du jeûne. Elles nous sont expliquées par Dunford et Doyle dans leur livre. La première, la période absorptive, qui commence dès qu'on mange et dure environ 4 heures après le repas. Au ce moment, les taux d'à peu près tout augmentent et les nutriments circulent dans le corps. La deuxième, c'est la période post-absorptive, qui intervient entre 4 et 12 heures après le repas. Les taux baissent notamment d'insuline et de glucose, et le corps utilise un peu d'acide gras en circulation pour fonctionner. Et la dernière, c'est la période de jeûne. La phase qui nous intéresse réellement ici n'arrive qu'une douzaine d'heures après le repas. C'est le moment où le corps entre doucement en cétose, utilisant alors les acides gras stockés comme source d'énergie pour remplacer le glucose qui, lui, a été épuisé. L'état de cétose est souvent très recherché parce qu'il permet de brûler des acides gras stockés sous forme de masse graisseuse pour en faire de l'énergie, soit en les utilisant tels quels, soit, comme l'explique Richard Veech, en les convertissant en cétone, d'où le nom cétose, pour être aussi utilisable par le cerveau. Si le jeûne dure encore plus longtemps, une journée complète par exemple, alors le corps entre en autophagie profonde, une fédulogie en même temps qu'une réparatrice de cellules. D'après plusieurs recherches comme celle de Levin sur cette découverte assez récente, l'autophagie apporte d'énormes bienfaits sur tous les systèmes du corps humain. En résumé, on parle de jeûne après environ 12 heures sans manger, moment à partir duquel la cétose se met en place. Et après une période plus longue, le mécanisme d'autophagie vient s'ajouter à celui de cétose. Qu'est-ce qui rompt ce processus de jeûne? Vous l'avez compris, qu'il soit long ou très long, le jeûne reprend divers processus hyper bénéfiques. Mais c'est un état temporaire, presque fragile, qui peut être rompu facilement. Techniquement, n'importe quel apport calorique casse le jeûne, nous fait repasser en phase absorptive. En pratique, il semblerait que certains macronutriments en petite quantité ne rompent pas le principal processus du jeûne, qu'est la cétose. Je m'explique à l'aide de l'article de Veech. Pour rester en cétose, il ne faut pas que le corps ait à nouveau des glucides à exploiter comme source d'énergie. Il devient donc possible de consommer un autre macronutriment sans casser le processus, les lipides, autrement dit du gras. Bon, il est clair que dans le cadre d'un jeûne séquentiel, qu'on appelle aussi jeûne avec alimentation en temps restreint, c'est un peu de la triche que de craquer pour un peu de calories, même en très petite quantité. Mais personne n'est parfait non plus. En revanche, si vous suivez plutôt un jeûne intermittent semainier, qui consiste en une alimentation classique avec 1 à 2 jours de jeûne à l'eau par semaine, les règles ne sont plus les mêmes. Comme je vous l'ai dit, sur une période plus longue, en plus de la cétose vient s'ajouter le formidable et détoxifiant processus d'autophagie. Le problème, c'est que l'autophagie est très susceptible. À la moindre calorie, elle risque de prendre ses clics et ses claques, et partir en laissant le ménage en plan. Tel que le souligne Ali Erzaï, c'est un vrai jeûne à l'eau qui engendre ce super mécanisme. La triche ici n'est sûrement pas possible. Alors pour tout récapituler, sur le principe, tout à l'exception de l'eau rompt un jeûne. Mais tout ne rompt pas la cétose, contrairement à l'autophagie qui est très sensible à l'apport calorique. Elle ne supporte pas d'être dérangée dans son boulot. Alors que puis-je consommer lorsque je jeûne? Quelle que soit la durée du jeûne, le mieux c'est de tenir le plus longtemps possible à l'eau uniquement, pour s'assurer de n'interférer avec aucun processus. Dans la pratique, lorsqu'un jeûne séquentiel avec des fenêtres de jeûne et d'alimentation identiques chaque jour, il est possible sans trop de risque de tricher un peu en fin de jeûne. Attention uniquement avec de la matière grasse et surtout pas de glucides, pour malgré tout rester en cétose.
Par exemple, après 14 heures de jeûne, vous pouvez vous accorder une tasse de café avec un peu de lait d'amande non sucré pour mieux tenir les 2 dernières heures. On suppose même que le café apporte une légère sensation de satiété. Pour le reste, durant la majeure partie du jeûne et lors d'un jeûne semainier, il vaut mieux éviter tout aliment calorique. Ce qui vous laisse l'eau évidemment, chaude, froide, plate, gazeuse après avoir vérifié l'étiquette produit, du robinet, en bouteille, les possibilités ne manquent pas. Vous pouvez y ajouter une pincée de sel de mer ou de sel rose de l'Himalaya, car le sel naturel agit sur la cortisol, l'hormone du stress, et semble même réduire les maux de tête. Le thé aux herbes, qui généralement ne contient aucune calorie, mais c'est à vérifier au cas par cas. Enfin, les débats ont toujours lieu à propos du café ou du thé, autre qu'aux herbes, car leur apport calorique est minime, 2 à 5 calories par tasse. Du coup, certains disent que c'est trop peu pour rompre le jeûne, tandis que d'autres pensent que ça a un impact malgré tout. Je vous suggère d'essayer vous-même et de voir si vous ressentez une baisse des effets du jeûne en ce qui vous concerne. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je compte sur vous pour aimer la vidéo. Et pour les nouveaux, abonnez-vous pour permettre à la chaîne de gagner en visibilité.